Le Bornibus Café est un rendez-vous d'échange et de débat, où des habitants volontaires peuvent interpeller et poser leurs questions à des invités spécialistes, sur des thèmes de société qui les concernent. Comme dans toutes les rédactions, lors de la préparation de l'émission, nos citoyens experts ont potassé leur sujet. D'accord. Rappelez de voir ensemble des dispositifs et des procédures qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique. Le premier expert invité est Thomas Cuderi, élu adjoint au maire, élu à la démocratie participative. Le deuxième expert s'appelle Daniel Soabinet. C'est un ancien délégué de la Fédération régionale des MJC de Lorraine. Mais est-ce que les comités de quartier ne peuvent pas interpeller les services de la ville, les élus, et leur demander des explications? La question, ce serait comment créer du débat collectif pour aller vers l'intérêt général. C'est ça. Il faut que le comité de quartier soit vraiment représentatif du quartier. Dans leur quête de vérité, ils sont aidés par notre dispositif exclusif, le détecteur de langue de bois. Ce dernier s'allume dès qu'un invité essaye de les embobiner. Avec le Bornibus Café, les citoyens éclairés ont enfin la parole et posent leurs questions. Démocratie participative ou participation démocratique, c'est le thème choisi pour ce premier talk show à Borny. Et pour ce rendez-vous d'échange, de débat et de partage, nous avons comme invité Thomas Cuderi, élu en charge de la démocratie participative, et Daniel Soabinet, ancien délégué régional des MJC Lorraine. Madame, Monsieur, bien le bonjour et bienvenue à ce premier numéro Bornibus Café. Thomas Cuderi, bonjour. Daniel Soabinet, bonjour. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos premiers invités au Bornibus Café. Alors, d'entrée de jeu et brièvement, qu'entendez-vous par démocratie participative? Alors là, c'est déjà une question qui est très ouverte. D'abord, j'ai envie de dire que c'est un pléonasme, parce que la démocratie, c'est censé être participatif, et la participation, c'est censé être démocratique. Donc pour moi, c'est un pléonasme. Ça veut dire quelque part qu'en France, sous la Ve République, la notion de démocratie, d'abord, c'est bel et bien la place et le pouvoir au peuple, sauf que si on y accole le terme participatif, c'est parce qu'il y a aussi, au fond, un constat d'échec. Le constat d'échec, c'est que le fonctionnement démocratique de notre pays demande d'aller plus loin et les citoyens veulent avoir une place plus importante. Et c'est pour ça que finalement, sociologiquement, on pourrait même dire anthropologiquement, on crée ce terme, on accole ces termes-là. Okay. Mais finalement, on pourrait avoir ce recul-là en se disant, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec ? Ok, et Daniel Soabinet, vous partagez la même thèse, vous avez quelque chose à apporter? L'entrée est un petit peu différente puisqu'on n'a pas les mêmes statuts, si je puis dire. Pour l'éducation populaire, l'entrée classique sur la démocratie, c'était la citoyenneté, c'était la place des individus et la prise de responsabilité dans la société, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France, de l'évolution notamment dans les élections, les taux de participation, etc., on est obligé de se poser la question différemment de la citoyenneté, de sa place de la place du citoyen dans la société, et on voit qu'il y a une limite dans l'exercice de la démocratie et qui fait qu'il y a des écarts qui se créent actuellement et qu'il est particulièrement intéressant en termes d'éducation populaire à exploiter et explorer. Ok, alors Bornibus Café, c'est 2 plateaux, c'est le principe de l'émission. Je vais donc vous inviter à bien pouvoir rejoindre les habitants qui sont là pour le 2e plateau. Pour parler démocratie participative concrètement, prenons l'exemple messin. Wow. Depuis 2009, la municipalité a mis en place toute une série de dispositifs. Un objectif affiché, changer le rapport des citoyens à la vie politique. Autour d'un café, voyons comment se déclinent ces outils qui soutiennent l'implication des habitants dans la vie de la cité. D'abord, le comité de quartier. Lieu de rencontre et de débat, chacun participe selon ses moyens. C'est un projet collectif. Depuis 2014, le budget participatif permet à chacun de proposer des idées d'investissement pour son quartier. Afin de toucher une population plus large, des conseils citoyens ont été mis en place dans les quartiers populaires. Pour les affamés de la participation, il y a également le conseil municipal des enfants,
le conseil local de la vie étudiante, le conseil de la culture, celui des seniors, ainsi que le conseil économique et social. Chacun a vocation à rassembler des acteurs représentatifs et volontaires, à même d'interroger élus, techniciens et d'être force de proposition. Véritable festin démocratique ou mélange indigeste, c'est ce que nous allons voir avec les citoyens du Borny Buzz Café. Alors, Borny Buzz Café, c'est aussi le détecteur de langue de bois. Question de nous rappeler, en fait, c'est une sorte de police, de façon que nos réponses ne soient pas évasives, question que nous restions dans le thème, car les populations, les citoyens, les habitants ont bien besoin des réponses et de bien pouvoir s'informer. Plusieurs rencontres ont eu lieu, ont précédé la rencontre du jour. C'est le principe de l'émission. Et donc, les habitants ont râlé, mais râlé utile. Alors, autour de la démocratie participative, autant de questions. Quels acteurs, quels enjeux, quel impact? Et donc, au terme de ces deux premières rencontres, nous avons soutiré du jus à ces rencontres. Et donc, ici, nous bénéficions de la présence de Madame Tullier, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est bien ça, et Monsieur Ilenvek, oui, c'est ça, bien. Voilà, qui sont donc les porte-paroles, ils vont porter la parole des habitants des différents quartiers, et donc ensemble, nous allons bien pouvoir décortiquer notre émission afin que le public nous suive, afin que les habitants et les citoyens soient satisfaits des questions qui seront posées et des réponses, bien sûr. Voilà peint le tableau de ce premier numéro, Borny Buzz Café. Nous allons donc commencer avec Madame Tullier. Voilà, vous avez une première question à poser à Monsieur Thomas Scuderi. Vous avez la parole. Voilà. Donc, ce que je voulais poser comme question, pourquoi est-ce qu'un élu donne une part de pouvoir décisionnel à un groupe de citoyens? C'est... D'abord, je pense qu'il faut observer la situation démocratique dans notre pays. Alors, on est une grande démocratie, évidemment, ça il faut le rappeler, mais il faut aussi constater une chose, c'est qu'il y a un fossé qui sépare et qui s'agrandit, qui sépare les élus des citoyens lambda. Or, je crois qu'il faut rappeler aussi que les élus, c'est avant d'être élus, ce sont des citoyens plus ou moins engagés pour leur territoire. Et je crois que tout ce qui peut être mis en œuvre pour combler ce fossé, pour raccrocher les wagons, pour faire qu'on ait plus de relations, et c'est un terme qui est cher en plus à l'éducation populaire, qu'on réussisse à co-construire, à faire ensemble. C'est un défi un défi majeur que notre démocratie a absolument à relever. Donc je crois que tout ce qui peut concourir à ça doit pouvoir être mis en place. Partager une partie de la décision, pour moi, c'est être un responsable politique. Le responsable politique de la 3e ou de la 4e République, et même de la 5e République, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était peut-être, en effet, on attendait d'un responsable politique qu'il soit un décideur. Aujourd'hui, on attend de nos responsables politiques qu'ils partagent cette décision parce que cela s'impose, parce qu'il faut construire la société ensemble, il faut faire ensemble. Le terme de politique, c'est la gestion de la cité, et aujourd'hui, on ne peut plus faire sans nos concitoyens. Merci. Ok, et Monsieur Ilenvek, aux deux invités, vous avez une question? Oui, aux deux invités, oui. Comment assurer une meilleure participation de la population, c'est-à-dire des habitants des quartiers et des associations au comité de quartier? Voilà la question posée. Thomas Scuderi, vous commencez. Je commence? Okay. D'abord, je crois à nouveau qu'on doit tout mettre en œuvre pour réussir à faire participer un maximum d'habitants. Ça va, je regarde pas que la langue de bois s'allume, parce qu'on peut se dire toujours, voilà, les responsables politiques, quand ils parlent, est-ce qu'ils n'enrobent pas un peu les choses? Je crois qu'on a un devoir, on a une exigence envers nous-mêmes, on a un devoir d'exemplarité, donc ça c'est clair, c'est une condition sine qua non. Ensuite, comment faire pour participer? Je crois qu'il faut aller chercher les gens quasiment un à un, les convaincre. Et sur chaque dispositif qu'on porte, sur chaque ambition qu'on porte, ambition citoyenne, des dispositifs qu'on met en place, la vie des comités de quartier, le fonctionnement des différents dispositifs, il faut que les habitants soient à la manœuvre, du début à la fin, de la réflexion jusqu'à la décision.
Et je crois aussi qu'en termes de conditions, c'est aussi, je parlais d'exemplarité, c'est aussi la notion de sincérité. C'est-à-dire que je crois vraiment profondément que personne n'a la science infuse, chez les responsables politiques non plus, et il s'agit de le dire, de le revendiquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de responsables politiques qui sont prêts à dire « Attendez, peut-être que je ne sais pas ». Pourquoi ? Parce qu'il va être jugé, il va être déconsidéré, parce qu'il avouera qu'il a quelque part une faiblesse. Moi, je crois que c'est une force, et je crois qu'il faut aussi reconnaître que c'est ensemble qu'on devient plus intelligent. Que seul, on est évidemment, on n'a pas le même angle de vue, on n'a pas la même hauteur de point de vue, et c'est lorsqu'on met en débat, lorsqu'on échange avec les gens, et tout ça dans une vraie forme de sincérité et d'ouverture, qu'on arrive à renouer le dialogue. Et donc l'objectif, c'est de faire participer un maximum. Il faut être exhaustif, notre objectif, c'est 100%, mais il faut être réaliste aussi, et il faut faire à la mesure qui est la nôtre pour qu'au fur et à mesure, on retisse ce lien entre citoyens et politiques. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit au départ, je crois que c'est la même chose. C'est les deux revers d'une même médaille, le citoyen et le responsable politique. Lorsqu'on aura compris ça, je pense qu'on aura renoué un peu plus les choses. Et le monde associatif ? Oui. Ah, pour le monde associatif, alors je crois que de toute façon, le monde associatif est une des forces de notre société. Il faut rappeler, je veux dire, c'est des millions de personnes qui se mobilisent dans des associations et qui font, je pense même, je le disais souvent quand j'étais en charge de l'éducation populaire, c'est une mission de service public. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que ce n'est pas des administrations, ce n'est pas les institutions de la République, mais ils font le travail et ils font ce lien. Et ils nouent ce lien et ce dialogue avec les habitants au plus près des territoires. Donc je crois que de toute façon, ça s'impose. C'est-à-dire que les associations sont là, elles sont les forces en puissance, elles sont notre capacité aussi d'interagir avec les territoires. Et donc je crois qu'elles ont tout à fait leur place et elles sont comme une courroie de transmission dans la relation qu'on a avec les habitants. Okay. Et les citoyens, toutes les tranches d'âge des citoyens ? Dans l'idéal, oui, comme je disais, notre objectif, c'est l'exhaustivité. Après, il faut être réaliste. Et c'est vrai que selon les âges, selon la vision aussi que les gens ont de la société ou du fonctionnement démocratique d'un territoire, c'est plus ou moins évident. C'est aussi une question de disponibilité, parce que les plus jeunes qui ont à relever plein de défis dans leur vie n'ont pas les mêmes disponibilités en termes de temps que des personnes qui ont construit leur vie et qui sont à la retraite, par exemple. Donc il y a aussi ces éléments qu'il faut prendre en compte. Mais évidemment, c'est lorsqu'on arrive à avoir une représentativité la plus grande, eh bien qu'on a une efficience aussi de nos dispositifs, de comment on porte les choses ensemble. Et à Daniel Soabinet, je rappelle la question de M. Ihlenweg. Comment avoir une meilleure représentation de la population et des associations dans les comités de quartier ? Alors moi, je ne connais pas particulièrement la situation messine, enfin l'expérience qui s'y développe actuellement avec vous, mais la question, elle est encore à nouveau sur les lieux, c'est-à-dire que où est-ce que ça peut s'exprimer, où est-ce qu'on peut se rencontrer, où est-ce qu'on peut échanger. Et là, on est sur une question de société qui nous est posée partout, pas spécifiquement ici, mais et donc la première idée, c'est de pouvoir amener les gens à ce qu'ils puissent se rencontrer et qu'on ait les conditions matérielles. Même si on est sur le numérique, enfin, je veux dire, peu importe. Aujourd'hui, les formes sont complètement diverses. On est là dans un cadre encore différent qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années. Donc c'est l'inventivité sur cette question-là, l'inventivité et la pugnacité, enfin, le fait qu'il y ait des gens qui doivent y aller. Après, il y a bien évidemment une autre condition qui est celle de la volonté des gens. Voilà, donc là, il y a une volonté politique qui est affichée. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait des volontés plus citoyennes, qu'elles soient individuelles ou collectives, pour que ça puisse imaginer qu'on puisse rentrer dans quelque chose d'un peu différent. Parce que on sent bien que la question de la citoyenneté doit trouver des cheminements différents que les schémas sur lesquels on était jusqu'il y a encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Et donc la place des associations, comme l'on dit, la place des citoyens, enfin, des choses qu'on utilise assez facilement, sont en fait des choses à construire. Et c'est des choses qui ne
il n'y a pas de modèle, et ce qui va être bon à Borny ne sera peut-être pas à Patrotte, etc. C'est de cela. Je rejoins là Thomas Scuderi, on doit parler de là où on est. Voilà. Ok. Alors, Madame Tullier, vous avez une deuxième question qui s'adresse à Monsieur Daniel Soibéné. Donc, je voulais poser la question de savoir, est-ce qu'une association n'est pas le premier lieu de démocratie participative? Ça y est, c'est moi qui prends le soleil, là, donc voilà. Si vous me voyez un peu comme ça, c'est parce que j'ai le rayon dans les yeux. L'association, c'est la liberté, c'est des libertés individuelles. Hein, pour faire court, c'est les libertés, c'est le syndicalisme, c'est les partis politiques, c'est la mutualité, c'est la fin du 19e, c'est l'instruction publique, etc. C'est tout, c'est lié à ça. Et une fois que l'association est constituée, elle n'en donne pas une dimension éducative, elle n'en donne pas une dimension particulièrement démocratique, elle dit simplement qu'il y a deux personnes qui se sont mises ensemble pour faire quelque chose. Alors deux ou plus, voilà. Donc souvent on fait court sur la loi 1901 ou 1908, mais sur la loi 1901 en disant, voilà. Mais c'est une loi qui dit simplement que des gens peuvent faire quelque chose ensemble. Et ça, c'est quand même particulièrement épatant, quoi. Je veux dire, voilà, on baigne dedans et on en est ravi, et ça donne beaucoup de force et beaucoup de talent, d'énergie à l'organisation de notre pays. Je suppose, tel que vous l'entendez, c'est plus déjà le fait d'être ensemble, d'avoir un objet partagé, d'avoir quelque chose qui est commun, puisque c'est ça, c'est ce qui définit l'association. Et là, effectivement, on peut attendre, en tout cas en ce qui concerne l'éducation populaire, on y est très attaché au fait qu'on soit dans des systèmes de démocratie interne à l'association. Donc sur la question associative, voilà, c'est ce que font les gens. Dans tout ce qu'on va parler d'ailleurs ce matin, c'est ce que font les gens qui est particulièrement important. Et donc, Madame Tullier, vous avez trouvé réponse à votre question. Ça va. Oui, très bien. Oui. Ok. Merci. Alors, je veux bien, pardonnez-moi, peut-être ajouter juste un élément, c'est que finalement l'engagement associatif, la question est-ce qu'il est démocratique ou pas, ça c'est à analyser sur le mode de gouvernance, le fonctionnement de l'association elle-même, mais l'engagement associatif, il faut le rappeler, c'est un engagement politique. Politique, comme on disait, au sens noble, c'est-à-dire de faire ensemble, de construire la société. Voilà, c'est cet idéal qu'on appelle de nos voeux. Donc l'engagement politique, c'est pas l'engagement politicien. Et donc quand on s'engage dans une assoce, quand on fait vivre son quartier, quand on se mobilise pour sa MJC, eh bien c'est un engagement politique et on construit la ville aussi. Ok. Alors Monsieur Ilenvec, vous avez une question aux deux invités. Aux deux invités, oui. Aurions-nous assisté à l'émergence de la démocratie participative en période de croissance? Moi, je n'adhère pas à cette question de toute façon. En période de crise, d'accord, mais en période de croissance, je pose la question de... En effet, la question me surprend parce que dans mon esprit, ce n'est pas la question de la situation économique qui impose la situation démocratique. Au contraire, je pense même que c'est souvent la démocratie qui peut créer un terreau fertile à un développement économique. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas. Enfin, qu'on soit dans une période de crise ou pas, ce qui s'impose à nous, c'est de faire société ensemble. Voilà. C'est ma langue de bois. Mais justement, alors on va justement. Il fallait bien qu'il le teste, qu'il l'allume. On l'a bien dit au début de cette émission qu'il existe le détecteur de langue de bois et il s'est allumé, ça veut dire qu'on est sorti un tout petit peu. Alors, s'il faut reprendre la question de M. Ilenvec, aurions-nous assisté à l'émergence de la démocratie participative? C'est la question et la réponse que nous attendons. Ma réponse, c'est, pour moi, je ne porte pas d'ambition citoyenne en analysant une situation économique. Pour moi, elle s'impose à nous, qu'on soit en période de crise ou en période de développement économique. La relation, l'idée de faire ensemble et de vivre ensemble s'impose. Voilà, c'est un fait. Voilà. Et si on était
quelque part, on est quand même en situation de reprise de croissance, eh bien, on ne va pas fermer les comités de quartier. On ne sort pas. Vous pouvez allumer, hein, vous pouvez y aller. On ne sort pas. On verra les chiffres prochainement, mais voilà, en tous les cas, ce n'est pas parce que la croissance économique va revenir qu'on va mettre la clé sous la porte dans les comités de quartier et qu'on décidera de plus faire avec les gens. Je crois que c'est l'évolution aussi de notre société et de la démocratie et de son fonctionnement, du fonctionnement même des institutions de la République qui impose un fonctionnement, une ouverture de cette démocratie. La démocratie, c'est un fait. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin et les citoyens veulent plus. Et c'est normal. Alors, Monsieur Daniel Soabiné, les habitants, les citoyens se posent effectivement cette question. Vous pouvez apporter une réponse. Oui, la question qui est intéressante, c'est la question de l'engagement des citoyens. Parce que à votre question, voilà, on discutait des choses d'une certaine manière au lendemain de la libération du pays, la reconstruction. On pourrait parler de la période 68, on pourrait parler de la crise de 74, la crise économique. Ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans qu'on est dans la crise économique. Donc, il y a des facilités, je dirais, un peu de langage comme ça, et des chemins, pour le coup, qui ne sont pas des chemins de traverse, mais des chemins trop courts, qui font des amalgames entre des choses qui, effectivement, ne sont pas forcément liées. C'est-à-dire que, à votre question, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les comités des sans-emploi, des sans-logis, etc. Enfin, il y a des gens qui se sont mis en mouvement sur des thématiques précises, liées peut-être à l'évolution économique. Dans le même temps, le débat qu'on a là, c'est un débat qui est quelque chose qui est de l'ordre de la permanence, à savoir quelle est la place des citoyens. Voilà. La crise économique, elle est certainement vécue complètement différemment ici que dans le centre-ville, etc. Et en plus, par rapport à cette question même, elle se déplace, elle ne nous appartient pas enfin, dans ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui développent la décroissance, il y en a qui, voilà, d'autres qui sont sur la question de la croissance économique, etc. On voit bien que c'est des sujets qui font discussion, et ça me semble tout à fait intéressant. C'est-à-dire que les modèles même de ce qui a fondé notre société dans les années, comme on dit, les 30 glorieuses, etc., sont plus tout à fait identiques. Et la question, elle est intéressante, puisque si on la ramène plus particulièrement sur la question de la jeunesse, on s'aperçoit que l'engagement des jeunes dans la vie de la société, qui est quelque chose qui est réel, contrairement à ce qu'on raconte en disant les jeunes ne sont pas là, etc. Non, ils sont là. Ils sont assez engagés. Ils sont, oui. Les études, toutes les études le prouvent, études, gens qui travaillent sur le sujet, etc. Sauf qu'ils sont dans des domaines assez variés et pas forcément uniquement sur la question de l'économique. Et donc, voilà, on pourrait citer, on ne va pas alourdir cet aspect-là, mais on pourrait citer beaucoup d'exemples autour de ça. Donc là, voilà, je rejoins d'une autre manière un peu le même constat. Alors, une cinquième question, et c'est celle de Madame Thuillier à Monsieur Scudéry. Voilà. Madame Thuillier, vous avez la parole. Oui. Alors, est-ce qu'un effort de communication, et lequel, pourrait être fait avant, pendant et surtout après une concertation? Alors, oui, des efforts peuvent toujours être faits et doivent toujours être faits. Après, moi-même, en tant qu'adjoint chargé de la citoyenneté, de la démocratie participative, je me rends compte que des fois, c'est très compliqué. Je regarde que ça ne s'allume pas parce que ça pourrait apparaître comme de la langue de bois, mais comment dire, je me rends compte que le fait de partager des informations sur tel et tel dossier, une concertation, c'est par exemple, on va construire un lieu ou rénover un lieu, et on l'a fait par exemple sur l'ancien hôpital Bon Secours qui a été désaffecté et très rapidement qui a été racheté. La collectivité l'a racheté, enfin le PFL, l'établissement qui a été créé qui permet de racheter pour revendre à des promoteurs. Là, il y a une phase vraiment très importante de concertation. Cette concertation, elle a une efficience si en effet on arrive à rassembler le maximum de monde. Bon, là pour le coup, à Boursecourt, on voit que les gens viennent en masse quand on les invite, donc on voit que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, d'ailleurs, se pose la question de la représentativité, parce que est-ce que tous les âges participent? Est-ce que toutes les... Voilà, donc...
déjà sur le fait de faire venir les gens, on n'est jamais sûr d'avoir une représentativité la plus totale, donc il faut toujours renforcer notre dispositif de communication. Après, pourquoi j'ai commencé par une sorte de bémol, c'est parce que le fonctionnement d'une ville, c'est 45, à Metz, c'est 45 services opérationnels différents, c'est 2000 agents, c'est une quarantaine d'élus qui sont délégués sur des dynamiques particulières, des domaines particuliers, qui font que les uns et les autres agissent, interagissent, et qu'on aimerait qu'ils interagissent plus, et que chaque délégation ait cette obligation d'aller vers les habitants sur tous les développements. J'ai un exemple, on me sollicitait sur est-ce que, lorsqu'il y a une rumeur, je vais prendre un exemple, lorsqu'il y a une rumeur, on se dit, bah, tiens, est-ce que le camping municipal de Metz va être bougé? Il y a une sorte d'appréhension des gens. Ils me disent, est-ce que vous vous engagez à ce que ce ne soit pas le cas? Je leur dis, si jamais j'avais une information qui allait à l'inverse de ce que, parce qu'il n'est pas prévu de le déplacer, mais si j'avais une information, je vous la transmettrai. Mais il faut déjà que j'ai l'information. Et donc on a cette difficulté, c'est d'abord une communication interne qui impose ensuite une communication externe pour faire participer les gens et pour que les gens aient l'information. Donc c'est une grande difficulté. Des fois, certains évoquent le service urbanisme de la ville comme une ville dans la ville. Pourquoi? Parce que c'est des agents qui aussi sont des professionnels, ils ont une compétence particulière, et les habitants, ils ont quoi comme compétence particulière? Pour moi, ce sont des experts d'usage. C'est-à-dire, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi sans le dire, mais c'est ça. C'est face à des ingénieurs et des techniciens hyper spécialisés dans leur domaine, le citoyen lui-même, des fois, s'auto-censure. Donc, il faut qu'on aille vers eux, il faut et que chez les ingénieurs aussi, il y ait cette remise en question de se dire, il faut que je m'intéresse à l'expert d'usage, parce que ça nous évitera aussi des dérives ou faire qu'un espace public se développe sans répondre aux besoins des populations qui y vivent. Donc, c'est un grand défi. Ça veut dire que c'est pas gagné d'avance. C'est un challenge, mais c'est un challenge qui s'impose à tous. Et c'est lorsqu'on réussira à avoir ce fonctionnement-là dans l'ensemble des services, et ensuite une communication qui soit bien dirigée pour faire qu'il y ait un maximum d'habitants qui puissent participer, qu'on aura une concertation qui sera au niveau. Donc, c'est jamais gagné d'avance. Et dès qu'on ouvre une concertation, il faut qu'on soit très exigeant envers nous-mêmes et que les habitants et les citoyens soient exigeants envers leurs responsables. Ok, nous allons retenir que c'est jamais gagné d'avance. Et est-ce qu'il y aurait dans le public quelqu'un qui a une question à poser à nos invités? Je souhaiterais revenir justement sur la question de la vie démocratique et du fait que pendant la crise, il est plus facile de se tourner vers la citoyenneté participative, en tout cas que ça ait engagé plus les politiques à retourner vers la population, vers les citoyens, pour essayer finalement de s'en sortir ensemble. Le principe, c'est bien ça. Nous sommes en crise, il faut continuer à avancer, en tout cas, il faut que la vie se passe de façon la moins mauvaise possible pour tous. Et quelque part, le fait de se tourner vers les citoyens, c'est quand même plus facile. Moi, je suis persuadée que s'il n'y avait pas eu de crise, le monde politique aurait continué à tourner comme il le faisait. Cependant, il me semble qu'il y a beaucoup de langue de bois. Je ne parle pas de votre discours à vous et de votre conviction, là. Mais dans la réalité des choses, il y a quand même beaucoup de langue de bois. Lorsque on dit que le monde associatif, c'est la base, c'est le ferment, et moi je parle surtout de l'éducation populaire, puisque le monde associatif, ça peut être tout et n'importe quoi comme association, qui est tout à fait respectable, mais la participation des citoyens se fait principalement au travers des associations d'éducation populaire qui se tournent vers leurs concitoyens pour les aider à s'inscrire dans le monde et dans la vie réelle. On se tourne vers le monde associatif d'éducation populaire, il y a une espèce d'injonction à agir, à former mieux les citoyens, à mieux organiser la participation, et dans le même temps, les collectivités locales, quelles qu'elles soient, s'organisent entre elles pour mettre en place leurs propres services, démocratie participative par exemple, qui font
et qui font, pas toujours avec, mais qui font à la place d'eux. Les moyens sont utilisés, les moyens qui sont rares, puisqu'on est en période de crise, sont utilisés pour organiser les propres services du monde politique élu, plutôt que de justement prendre le temps de la vraie démocratie participative en travaillant de concert et en donnant les moyens nécessaires à la vie associative de l'éducation populaire pour agir ensemble. Voilà, c'est un vrai paradoxe que je relève là. Alors, Thomas Scuderi, vous allez très rapidement répondre. Oui. C'est un vrai paradoxe et en même temps la question elle-même est paradoxale parce que quelque part, je pense que les services en matière de citoyenneté et de démocratie participative sont aussi le moyen de renouer le dialogue, de faire et de faire ensemble. Après, je ne dis pas qu'on est forcément dans l'efficacité la plus totale tout le temps. Il n'y a pas voilà. Faut pas transformer non plus la réalité. Mais dans le paradoxe, il y a la volonté d'être soutenu parce que, en effet, les associations et le monde de l'éducation populaire ont un rôle particulier en matière de citoyenneté, de transmission, de construction, de constitution de cette relation avec les habitants au plus proche du territoire. Maintenant, ça ne nous enlève en rien l'obligation qui est la nôtre en tant que collectivité de créer les dispositifs et de mettre en œuvre les choses. Après, c'est pour ça que je dis c'est paradoxal parce que quelque part, nous aussi, on est dans ce paradoxe-là. Mais la société elle-même est dans ce paradoxe-là. Donc il faut le voir, le considérer. Bien sûr, j'appelle de mes voeux qu'on renforce les moyens mis à disposition de l'éducation populaire. Et il est vrai que ces derniers temps, vu la situation de notre pays, il se passe des choses aussi affreuses et il faut absolument qu'on recrée les conditions pour vivre ensemble. Eh bien, je crois que c'est notre responsabilité à tous, que les associations ont une façon de faire et d'appréhender les choses qui permet de faciliter ça, mais que on doit se l'imposer en tant qu'institution municipale et que ces services-là ne font pas contre, ne font pas sans, mais voilà, on a cette obligation à faire ensemble. Démocratie participative, c'est donc le thème choisi pour accompagner ce premier numéro Borny Buzz Café. Et nous avons été très heureux de vous compter parmi nos invités, M. Thomas Scuderi et Daniel Soavinet. Une fois de plus, merci. Vous êtes les premiers invités de notre premier numéro. Merci à vous. Merci également à Mme Tullier et M. Hillenbeck. Rendez-vous au prochain numéro, peut-être dans quelques semaines, sinon quelques mois. Merci et au revoir. Jazz frightens people. Jazz frightens people. For years. It hasn't come yet, but I know it will come. Comment passer d'un sujet très concret, très immédiat qu'est le quartier, le monde scolaire, le monde économique, la vie des gens, le cadre de vie, etc. Et quand on arrive sur les questions de démocratie participative, comme des questions comme l'enfouissement des produits nucléaires à Bure, on est dans une autre difficulté. Le débat, voilà. Après, je crois qu'à Metz, on met tout en œuvre et je dois préciser, on apprend chaque jour de ce qu'on met en œuvre. J'avais aimé déjà les concertations de samedi dernier qui avaient permis aux gens d'échanger. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était un peu court. J'ai trouvé ça très intéressant, très ouvert et je pense que c'est une bonne chose. Les hommes politiques ne sont que les représentants des citoyens. Et tout le monde peut y être, tout le monde peut y aller. Pas croire qu'on ne peut pas changer les choses. Jazz frightens people. Jazz frightens people.